Bienvenue dans le Dev Talk Show, le podcast tech où on parle franchement et sans langue de bois. Moi, c'est Franck Bissa et aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode de la série. Et comme vous l'avez vu, format vidéo, on a Level Up. On a laissé pour notre invité nos locaux à la 94.5 pour venir dans les séries. Et aujourd'hui, l'épisode va être épique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est Franck Bissa, développeur .NET C# avec déjà près de 5 ans d'expérience. La crème de la crème, quand tu vois .NET, c'est moi que tu vois. Comme d'habitude, je serai avec Martial. Et aujourd'hui, on va parler franchement et sans langue de bois avec un invité digne de ce nom. Il n'est autre que un entrepreneur à la tête d'une des plus grosses scènes entre la France et le Cameroun. Il s'agit de Boa Digital, ouais, les gars, vous l'aurez compris. Donc, Martial, est-ce que tu peux te présenter? Salut à tous, je suis Martial comme Camille, ingénieur logiciel Java, membre de l'équipe de Dev Talk Show. Une fois de plus, je suis très heureux d'être là. Ce sera un entretien exceptionnel, on a un invité exceptionnel et comme d'habitude, on va parler franchement et sans langue de bois. Moi, je suis parlé en tout cas. Franchement, et sans langue de bois, je le trouve moins humble que la dernière fois. Mais bon, moi, je sais pas si c'est la prestance de l'invité. La prestance de l'invité pour moi. Son oral. Ok, et est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci Franck. Moi c'est Habib Tafo, je suis le directeur général de la société Boa Digital. Et mon sujet c'est vraiment Developer Community Empowerment. Ok, vraiment présentation soft. Voilà, avec très simple. Humilité, la marque de fabrique des entrepreneurs en ce moment. Alors, on a pour coutume de commencer le podcast en demandant toujours à nos invités s'ils sont plutôt développeurs carriéristes ou businessmen. Mais bon, ça ne servira à rien de poser la question parce que je pense que là, la réponse est toute faite. Businessman, ça c'est sûr. Donc, on va plutôt tourner la question d'une autre manière. Qu'est-ce que vous pensez de notre podcast et quel est l'épisode qui vous a le plus marqué? Je vous encourage beaucoup, je trouve que c'est une initiative très louable. On en a besoin pour faire vivre notre écosystème tech. Par contre, j'avoue que j'en avais pas regardé avant l'épisode avec Larissa, notre RH, que j'ai regardé de bout en bout, que j'ai écouté de bout en bout, parce que c'était sur un format audio. Et non, j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est important de pouvoir vulgariser. Il faut que des jeunes étudiants puissent avoir un aperçu de ce que c'est que le métier de développeur. Et ça se construit avec aussi des initiatives comme la vôtre. Donc, j'encourage vivement. Et surtout des réalités de notre domaine. Oui. Oh, merci vraiment, Larissa. Dommage. On est chez elle, mais elle n'est pas là. Donc, ok. Donc, on va commencer directement à mettre les pieds dans le plat. Ça, c'est mon expression préférée. Ok. On va commencer avec votre parcours. Donc, toutes les personnes qui vont regarder ce podcast vont avoir la même idée que nous. Allez d'abord checker votre profil. Et ils verront quelque chose que tout le monde, que nous aussi on a vu. Vous avez un parcours atypique. Vous avez commencé en tant qu'étudiant ici, à Boya, Silicon Valley. Après, vous êtes parti en France. Vous avez précisé tout à l'heure que c'était pas une bourse. Oui. Et arrivé en France, il y a d'abord un premier déclic qui fait en sorte qu'on se pose des questions. Parce que vous fréquentez, vous commencez à travailler, et puis vous décidez de quitter la France pour aller en Nouvelle-Zélande soi-disant pour sortir de votre zone de confort. Et déjà, ça, c'est un truc bizarre, parce que ça, c'est pas un truc d'Africain. L'Africain, lui, il aime le confort, la stabilité, mais vous voulez vous donner de vos défis. Oui. Bon, on peut dire, ok, parce que vous partez en Nouvelle-Zélande, Paris gagnant, vous faites 56 ans, vous travaillez dans 3 ans en Nouvelle-Zélande. 3 ans. Oui, bon, okay, merci pour la correction. Très belles entreprises, notamment Propulhead, on en a discuté tout à l'heure, c'est une grosse boîte. Donc, le pari a vraiment été gagnant. Sauf que là-bas encore, vous décidez de quitter la Nouvelle-Zélande. Sauf que là, c'est pas pour aller dans notre pays d'Europe, c'est pour revenir au Cameroun, alors qu'il y a des gens qui se tueraient carrément pour rester. Un choix qu'on ne comprend pas forcément. Du coup, moi, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là de revenir au pays? Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui traversent en bateau, qui meurent dans le désert, qui meurent dans l'eau, pour partir. Mais vous, rentrez. Après, il y a des politiques. Ouais. C'est la peine du continent. On le ressent dans les faits. Donc, j'étais arrivé à un moment de ma carrière où j'avais besoin d'un purpose fort. Et, on parlait tout à l'heure d'ikigai. Voilà. Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que j'aime faire?
de quoi est-ce que le monde a besoin que je sais faire et qu'est-ce qui peut me permettre de gagner ma vie. Et donc quand je mettais tous ces cercles ensemble au centre là, il y avait vraiment ce besoin là d'offrir avec mes skills une vraie solution pour un vrai problème qui me tenait à cœur. C'était de pouvoir donner une plateforme à ces jeunes-là que je vois qui sont très talentueux et qui malheureusement, comme vous l'avez dit, ont un seul rêve, c'est de partir. Donc c'est de là qu'est née l'idée d'un bois digital, d'autant plus que en Nouvelle-Zélande, j'ai eu l'occasion d'observer une petite économie, mais qui avait un besoin fort de développeurs qualifiés. Donc une fois qu'on a le problème, on pense à la solution et que ça nous connecte à ce qu'on a vraiment besoin de faire pour s'accomplir, se réaliser, on fonce. Et si c'est au Cameroun, on y va. Ok. Mais par rapport à ça, là on vient de nous donner les motivations, vos motivations, les choses qui vous ont poussé à revenir au Cameroun et à avoir un impact significatif. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi eu des choses qui vous ont incité à quitter la Nouvelle-Zélande? Parce que là on parle de ceux qui rentrent au Cameroun, on parle très peu de ceux qui quittent parce que ils sont pas à l'aise, ils sentent pas chez soi, Frustration. ils sont frustrés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons qui vous ont poussé à dire bon, je pense que j'en ai ras-le-bol, ça ne me plaît pas, je vais rentrer au Cameroun? Ah non, mais vraiment pas. Ça n'a pas été dans ce sens-là. Ça a plutôt été un appel, une sorte de call. La Nouvelle-Zélande, ça a été une belle expérience. D'ailleurs, j'y repars tous les ans pour rencontrer nos clients. On en a quelques-uns en Nouvelle-Zélande. Et non, simplement, je ressentais que j'étais arrivé au bout d'un chemin. Et je me rappelle, c'est vraiment ce moment-là que j'ai pris en Nouvelle-Zélande pour travailler un max sur moi-même. Développement personnel. Si vous lisez par exemple L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est l'histoire du petit berger. À chaque fois, il fait un bout de chemin, il a l'impression qu'il est arrivé au top, mais il y a cette voix intérieure qui lui dit il faut continuer. Donc j'ai eu cette voix intérieure là qui m'a dit malgré tout ce que j'avais construit en Nouvelle-Zélande, il faut continuer. Il y a encore quelque chose à Oui, faire. j'ai aimé mon environnement, j'étais dans les meilleures conditions que j'aurais pu imaginer, mais j'avais cette voix intérieure, il faut avancer. Donc vous êtes allé à l'instant. Ah oui, c'est à l'instant, je fonctionne à l'instant. C'est tellement philosophique tout ça. Bon, du coup, vous fonctionnez à l'instant, vous venez, mais j'imagine quand même que même si vous avez un projet pareil, avec une ambition pareille, il y a quand même des choses à un moment donné, bon, même s'il n'y a pas d'appréhension, il y a quand même des choses que vous avez rencontrées en arrivant ici, qui vous ont choqué, qui vous ont fait vous dire, mais c'est pas forcément ce à quoi je pensais. Ah, je pense. En gros, quelles sont parmi toutes les difficultés que vous avez eues, je sais que vous avez vu traverser pas mal, vu que bon, on est en bois digital aujourd'hui, Oui, il y a oui, une réussite quelque part. Oui. Mais il y a quand même des difficultés qui vous ont quand même marqué les qualités. Il y en a tellement que c'est difficile de juste en D'un prendre peu ça. une comme ça. Ah oui, la vie d'un entrepreneur au Cameroun, en plus, démarrer une société comme celle-là tout seul, parce que j'étais seul. J'ai commencé avec un employé, donc seul à tout faire en fait. Et on se rend compte que il y a très peu de choses qui fonctionnent comme on a eu l'habitude de les voir fonctionner. Donc il y a tout à réapprendre. C'est pas pour moi c'est difficile de citer une chose en particulier parce que rien ne ressemblait plus à ce que j'avais l'habitude de pratiquer. Par contre, j'étais dans une mentalité d'entrepreneur. Toutes ces choses un peu bizarroïdes pour moi, c'était autant de problèmes dont il restait des solutions, auxquels il restait des solutions à trouver. Donc on ne le prend pas forcément comme des obstacles, mais on se dit ah c'est intéressant. Mais en gardant son focus. Hein. Le Cameroun, c'est pas facile. Oui, c'est ça. Donc, j'ai déposé mon dossier, on m'a dit 72 heures, ça fait toujours 1-2 semaines et rien. Ok, intéressant. Okay. et ça nous permet de développer de nouveaux skills. Donc, moi, je n'étais pas du tout un homme de réseau. Moi, je suis un développeur à la base, mais vraiment die-hard developer. Mais on se retrouve en train de Faire de la politique. Ah, non, alors je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Okay. Avant de faire quoi que ce soit, ok, on va développer son réseau. Je veux prendre un abonnement Camtel, je vais d'abord sortir mon répertoire aujourd'hui. Camtel, alors qui est-ce que j'appelle? Ouais. C'est des relations. Et on apprend
à le construire. Ok. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Ah, Mais est-ce que vous pensez que ce serait plus facile de refaire le même parcours aujourd'hui par rapport à hier. votre époque? J'observe quand même un climat aujourd'hui un peu où on est vraiment... Non, on est très prudent en ce moment. Je sais pas si c'est à cause d'une certaine échéance, mais voilà, je ne me prononcerai pas. On va esquiver la question. Ok. Bon, donc nous voici quelques années après. On est chez Mboa Digital. Le bébé est né. Il grandit bien. Dans une interview récente, vous avez dit que Mboa Digital veut se positionner comme étant un acteur majeur dans la transformation digitale des entreprises. Voilà. L'interrogation que je me suis faite, c'est pourquoi est-ce que vous vous positionnez plus dans la transformation digitale des entreprises en fournissant des offres de services plutôt que de fournir des SaaS, par exemple, créer des solutions qui peuvent aider les compagnies, les entreprises, etc. Ah, on aimerait beaucoup. Hein. On aimerait beaucoup. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout à l'heure on disait à tort, start-up. Non, et je vous disais, on n'est pas une start-up. On est une PME. On a pour vocation de grandir, de croître, mais c'est pas sur le même la même courbe que les start-up sur un produit, par exemple. Donc, PME et start-up, c'est complémentaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, au Cameroun, surtout quand on fait dans la tech, on dit une start-up, on a le label start-up. Mais il faut pouvoir expliquer aux gens ce que c'est qu'une start-up. Et la réalité, c'est que Mboa Digital, aujourd'hui, dans son business model, n'est pas une start-up. On aimerait. Maintenant, combien sont capables de réussir une start-up? C'est quoi les difficultés que rencontrent les start-up? Aujourd'hui, chez Mboa Digital, on a une société qui a vocation à être une start-up. Parce qu'on travaille sur un certain nombre de produits avec nos ressources en interne. On a déjà essayé le marché avec un produit, on a écouté le marché, il était violent avec nous. Donc on est bien content d'avoir Mboa Digital, société de services qui nous permet d'avoir du cash flow et qui nous permet d'essayer. Right? Et on apprend beaucoup du marché, on apprend de l'environnement, on apprend ce que c'est qu'une idée qui mérite la peine d'être développée. Parce que, vous savez, on dit, c'est pas parce qu'il y a un gap dans le marché qu'il y a un marché dans le gap. Peut-être s'il y a ce gap-là, c'est qu'il n'y a pas d'incentive pour investir et développer un produit. Et des fois, on a cette impression-là que, ah tiens, il y a ce truc-là, ça n'existe pas, je suis sûr que si on fait ça va marcher. Boum! Voilà. Crash. Donc ça veut dire que l'ambition de créer vos propres produits, elle est là, mais en attendant, il faut d'abord déjà faire du chiffre pour pouvoir financer ces R&D là. Exactement. Donc je suis pas de l'école à faire tous les pitchs, faire les salons, aller pitcher, chercher à lever des fonds parce qu'il faut bien produire. Hein. Pour le logiciel, il se fait pas tout seul. Il faut investir. Donc je suis plutôt conservateur, je sais pas si ça se dit pareil en français, dans mon approche business. On a des racines fortes. On sent que vraiment dans notre offre de service, ça fait aussi partie de notre rayonnement. Et aujourd'hui, on a un bon brand identity auprès de tous ceux qui nous connaissent. Donc, ça nous crédibilise et je pense que on sera amené à faire du produit qui fonctionnera, ça c'est sûr. Mais ça va progressivement. Du coup, ça m'amène à poser une question. Vous avez un peu embrayé dessus, anticipé en définissant déjà que vous êtes une start-up. Parce que la question que je voulais souvent poser en apportant cette précision-là, c'est est-ce que vous vous considérez encore comme une start-up au sens camerounais du terme? Parce que effectivement, normalement, une start-up, c'est une petite entreprise tech qui a un produit qu'elle a développé et qui fait du business avec ce produit. Bon, chez nous ici, dès que tu es fait dans la tech, tu es une start-up. Bon, mais en nous passant dans le contexte camerounais, la question que je voulais poser, c'est est-ce que vous vous considérez encore comme une start-up qui est dans le contexte ou alors est-ce que vous voyez déjà comme une entreprise vraiment bien établie à part entière? Non, on a encore du chemin pour y arriver. On n'a pas encore atteint notre taille critique. Right. Donc, en tant que fournisseur de services en général, vous allez être autour de 70% des taux de facturation. Vous avez un certain nombre d'employés.
ils travaillent sur du billable work. Nous, on va tourner autour de 40-50%. Pourquoi? Parce que on a fort besoin de formation. C'est-à-dire qu'on va embaucher plus que nécessaire. On va former et en même temps, on va vendre et ça va nous permettre de croître progressivement. On n'a pas encore atteint la taille critique où on peut se permettre d'être juste à 70%, 80% de facturation sans avoir besoin d'avoir du backup, par exemple. Ça c'est très chiffré, c'est très détaillé, mais avec ce que je vois là, vous n'êtes pas bien, vous êtes bien modeste. Bien modeste. C'est clair parce que on a souvent, j'ai reçu en commentaire des gens qui m'ont dit, tu travailles chez une boîte digitale, pourquoi tu es toujours en train de citer un exemple? Donc je cite, c'est bizarre parce que je suis toujours en train de dire, oui, non, il y a quand même des entreprises qui font la différence, je cite boîte digitale, RH Open, Pister, tout ça. Il y a toujours une boîte digitale qui revient, les gars me demandent, mais pourquoi tu penses que c'est que, comme Marcel dit, il y a quand même une différence significative. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui sont capables de fournir certains cadre de travail, certains services, certaines technologies et tout. Donc, ça, vous avez même aussi répondu à la question que je comptais poser sur comment est-ce que vous, quels sont les indicateurs que vous observez pour évaluer votre progression, par exemple, chaque année. Oui, c'est intéressant. Les clients, les personnes, le staff. Est-ce que les clients sont contents? Est-ce que le staff est content? Donc, au moins 2 fois par an, je vais faire le tour de nos clients. J'en ai par exemple chef de projet chez New Zealand Post qui n'arrête pas de me dire je comprends pas comment ça fait pour marcher malgré les 12 heures de décalage horaire, mais l'équipe est vraiment au top. C'est quelqu'un qui a eu à travailler, qui a eu à faire à suivre des projets avec des prestataires de services en Inde par exemple quand il était en Angleterre. Mais il me dit franchement par rapport aux Indiens que je devais micromanager, je devais leur dire fais ci, fais ça. Ton équipe, elle est totalement autonome. Chez Mboa Digital, j'ai pas besoin d'être dans les détails. Je sais que vous avez un backlog. Quand c'est fait, c'est fait. J'ai pas à m'inquiéter de si ce sera fait, bien fait ou pas fait. Donc, les clients, c'est important d'avoir toujours ce contact-là, de s'assurer que, ils sont satisfaits. C'est la raison pour laquelle on a 100% de taux de rétention depuis notre création. Ils sont satisfaits et ils nous recommandent. Dans New Zealand Post, c'est pas Propeller Head qui est un de nos clients qui nous recommande et on va ricocher quand ça discute. Ah ouais, non, tu es tel prestataire. Voilà. C'est notre meilleur commercial, tout le monde, notre client. Et, de l'autre côté, on a bien sûr nos talents. C'est eux qui sont l'âme de la société. Donc, c'est important qu'ils soient dans les meilleures conditions. C'est important qu'ils adhèrent toujours au projet. Qu'ils voient que, au quotidien, ce qu'on fait, c'est ce qu'on a dit qu'on allait faire. Parce que dès le départ, ce que nous on vend à notre staff, c'est une vision. Right? C'est pas de l'argent, c'est pas un salary package. Non, c'est pas ici. C'est pas pour dire qu'on ne paye pas bien nouveau. Right? Parce que je vois venir la prochaine question. Mais ils adhèrent vraiment à notre vision. Ok. Yeah. Non, ça me permet même d'enchaîner. Moi, je n'en étais pas déjà sur le fait que vous payez bien. Bon, laissez-les-moi fouiller les deux. Les gars, vous avez compris le secret, vous voulez toujours poursuivre chez moi. Mais apparemment, vous accordez aussi beaucoup de crédit à la vision, au fait que les membres de votre staff adhèrent à votre vision. Oui, parce que tu as vu, il a cité, il a dit là qu'ils évaluent ce que pensent les clients et aussi l'état du staff en lui-même. Parce que en général, quand tout ce qui intéresse, c'est le client d'abord, le staff. Si tu es pas content, tu démissionnes, on te remplace. Et justement, parlons maintenant de ce staff-là de l'équipe. Vous avez dit une fois dans un de vos interviews que le Cameroun regorge d'énormément de talents et tout ce qu'il faut, c'est juste apporter un peu de coaching pour élever ces talents au rang, pour les rendre compétitifs sur le rang international. Quand vous parlez de coaching, c'est améliorer quoi exactement? Vous savez, non, parce que vraiment, je pense quand même que, parce que vous n'avez pas été, vous avez été très général et oui, sinon c'est tout le monde. Il n'y a pas de que tu étais à Polytech. Tout le monde a besoin de coaching, encore pour être au rang international. Du coup, le coaching, c'est ajouter quoi exactement? C'est ajouter la petite épice qui va faire que vous prenez un stagiaire, par exemple, ou vous prenez un employé,
vous le mettez en face d'un client en Nouvelle-Zélande ou en Allemagne ou ailleurs, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y a un marché du digital qui est global et que ces jeunes-là peuvent rester ici pour réaliser des projets. Mais ce que certaines personnes ne prennent pas en compte, c'est la dimension culturelle. Comment est-ce que je mets ces deux parties-là ensemble? Right? Donc, si vous êtes dans un environnement, par exemple, où des jeunes n'ont pas la rigueur de dire, quand ils disent « ce sera disponible vendredi », que ce soit vendredi disponible. Donc, voilà. C'est surtout une question de discipline. Rigueur, discipline, mais dans le plus petit des détails. Vous imaginez pas à quel point c'est important. Right. J'ai déjà eu des cas où j'entends un développeur sortir, je sais qu'il travaille sur un ticket support, je demande si c'est fait. On me dit c'est pas terminé et il est en train de rentrer. Right. Et quand on appelle le client, il dit c'est une commande de 3 millions d'euros. J'ai toute une usine qui est ouverte en ce moment. Ils vont passer la nuit pour finir de traiter la commande. Ça doit sortir de nos entrepôts demain. Et ce qu'on attend, c'est le système informatique que cet incident-là s'est résolu. Donc quand je parle de rigueur dans les plus petits détails, je parle de petits riens comme ça qui peuvent créer la catastrophe. Ça, c'est quand même un exemple fort. Yeah. Je sais pas si tu me rends compte, mais le gars, il s'est pris un ticket. Il a travaillé toute la journée, le bug, bon voilà, ça va dépasser, puis son station. Mais c'est un truc de... Non. Et là, il quelque part à côté de 3 millions de Oui. Et des fois, on va produire, et c'est ce qui est fascinant, des fois, on va produire beaucoup d'efforts. Right? Parce qu'il ne partait pas, il était pas 18h, il était 21h, presque 22h. Ça change. Right? Voilà. On a fait l'effort. Mais au bout du bout, on a manqué de cette petite rigueur de dire, ok, avant de partir, peut-être informer le client pour voir avec lui, il est un peu tard, est-ce que je peux partir et finir demain? Vous savez, quand les sportifs, quand on parle de rigueur, les sportifs, des fois, ils font des entraînements en stress, c'est-à-dire, ils se fatiguent et c'est à partir de là qu'ils font les entraînements. Parce que ce qu'on veut mesurer, c'est pas en conditions normales, est-ce que j'arrive à avoir l'explosivité et tout, non. C'est quand tu es fatigué là, à la 90e minute, est-ce que tu arrives à faire le extra effort qui va faire que ça ne passe pas? Donc quand je parle de rigueur là, je dis juste que dans ces petits détails, dans ces configurations, on a l'impression d'avoir tout donné. Donc pour vous, la différence entre un développeur aussi talentueux soit-il, qui sort d'une école du Cameroun, avec un développeur de rang international, un ingénieur, je vais dire comme ça, de rang international, c'est cette rigueur-là. Oui, et cette rigueur-là, on va la transposer dans différents domaines du développeur, que ce soit au niveau de la formation, rester up-to-date, aller vraiment dans le fond des choses qu'on apprend, soit au niveau de comment est-ce qu'on interagit avec le client, comment est-ce qu'on soigne son code, que ce soit bien fait, mais juste ce qu'il faut, sans aller dans l'extra. Voilà, dans l'extra. Il y a beaucoup de petits éléments comme ça, sur lesquels on va pouvoir intervenir et qui font que, face à face, ce client-là et ce développeur-là, c'est juste l'harmonie parfaite. C'est quand même vrai que ça me rappelle, quand vous dites un code sur mesure sans aller dans l'extra, ça me rappelle cette petite expérience-là justement avec un client français qui m'avait demandé de développer, je vous en ai parlé en offre, une petite application, je peux pas donner le nom du client et tout. On a fait le truc, c'était beau. Mais ça ne respectait pas la charte parce que la charte graphique du client parce que je la trouvais laide. Donc, moi, j'ai voulu faire quelque chose qui marche, mais de beau. Donc, on s'est retrouvé en train de refaire tout, rajouter du délai supplémentaire. Donc, il faut parfois juste faire les choses bien qui fonctionnent, etc. C'est ça. Ok, mais par rapport à la rigueur dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que les entreprises ici n'ont pas aussi cette rigueur-là? Que nous, pareil, on n'arrive pas à s'arriver à cette rigueur du côté international. On se laisse aller, on fait du n'importe quoi. Et quand on arrive avec des clients européens ou qui sont plus rigoureux, là, on prend un chiffre, on prend une claque. C'est ça. C'est toute une chaîne, en fait. Parce que, aujourd'hui, j'ai la rigueur que j'ai à la maison, dans mon environnement professionnel, dans tout ce que je fais au niveau associatif, c'est la même rigueur parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler sur ces points-là. Donc, si vous avez quelqu'un qui n'a pas été exposé, il ne peut pas savoir, c'est normal, right?
Et c'est vrai que l'entreprise, des fois, c'est un cadre dans lequel on développe ces aptitudes-là. Ça peut être l'école, ça peut être l'entreprise, ça peut être le cercle familial, mais il faut bien qu'on ait été exposé à ces éléments. Ouais, c'est ok. Mais supposons que on a un individu, un développeur, un ingénieur qui arrive à s'arriver aux standards internationaux, qui a la rigueur dont vous parlez. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que les entreprises de leur côté, au Cameroun, dans le contexte camerounais, devraient aussi se remettre en question, faire un travail sur eux-mêmes pour pouvoir aussi protéger ces talents-là qui sont eux, et les prendre à leur juste valeur, parce que ce qu'on observe ici dehors... Ah, c'est toute une chaîne. Au-delà des entreprises, il y a les donneurs d'ordre. Parce que vous pouvez être une entreprise, vous avez à cœur de bien faire, mais le donneur d'ordre vous dit du jour au lendemain, moi je veux un logiciel qui fasse ça, et c'est ça ou c'est rien. À un moment donné, on va avoir un peu de bricolage. Mais si on est devant un client sérieux pour qui c'est important de prendre le temps de bien faire son UX UI design, bien faire son développement, qualifier, recéter, c'est toute une chaîne. Des fois, il faut savoir se mettre au milieu et dire voici mon offre de service, voici la culture que je vais inculquer auprès de mes employés et stand by it. Oui, les entreprises ont une responsabilité pour développer ces profils-là. Maintenant, est-ce qu'elles sont toutes outillées pour, en termes de management, en termes de ressources, pour pouvoir insérer ces différents aspects-là? Vraiment. On va rester sur les talents. On va sûrement rester sur les talents. Moi, la question que je veux maintenant vous poser, c'est, lorsque vous recrutez justement ces talents-là, quel est parce que j'ai l'impression que vous ne mettez pas trop l'accent sur tout ce qui est aspect technique. Vous avez surtout vous mettez surtout l'accent sur l'aspect culture, etc. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Quels sont les principaux détails auxquels vous prêtez attention quand vous faites le recrutement de votre personne? Il y a quand même un peu de technique, Oui, aussi forcément, mais j'ai l'impression que chez vous, ça prime pas beaucoup. Oui, non, pourquoi? Parce qu'on estime que une tête bien faite va apprendre. C'est pas un problème. On a besoin déjà, au-delà de l'aspect vision dont on a parlé tout à l'heure, d'avoir quelqu'un qui a cette envie-là d'être excellent dans ce qu'il fait. Passionné. On a besoin. Parce que si tu es passionné par ce que tu fais, c'est pas un travail, c'est pas un fardeau. Ça veut dire qu'un développeur businessman ne peut pas entrer ici alors? Oh, ça dépend. S'il a vraiment la passion. Moi, j'ai été un développeur pendant longtemps, mais j'ai aussi eu toujours cette passion-là de, ok, mon travail, comment est-ce que ça impacte ce que je fais? Quel est l'impact de ce que je fais? Ça m'a toujours intéressé. D'où vient mon salaire? C'est un peu de là peut-être qu'est partie la démarche de business, parce que je voulais comprendre d'où vient mon salaire et qu'est-ce que j'apporte concrètement à la communauté, à la société. Donc, c'est pas, les deux ne sont pas, antagonistes ou autres, mais il faut vraiment, au-delà de cette passion-là, la formation. C'est-à-dire, on peut être passionné, mais sans pour autant mettre l'investissement pour être nécessaire. Parce qu'il y en a qui vont te dire, oui, le développement logiciel, j'adore ça, je rêve de ça, mais à quel moment est-ce que tu pratiques vraiment? J'ai interviewé une fois un jeune, je pense que c'était Polytech, je l'ai challengé sur différents aspects techniques. Il était prêt. Like, name any AWS service. Le gars, il pouvait te le décrire dans les moindres détails. Et, cloud, en fait. Ouais, cloud, development, il était calé. Et je lui ai demandé, comment tu as appris? Non seulement il était passionné, mais tout son allant de poche, c'était pour passer des certifications, acheter des bouquins pour se former, et tu pouvais vraiment voir que c'est pas juste une passion comme ça, il la vit, sa passion. Aujourd'hui, il est chez Google. Wow. Right. Et ce qu'il m'a dit quand je lui ai posé la question, ok, où est-ce que tu te vois? C'est quoi ta trajectoire? I want to be a world-class developer. C'était ça, son ambition. Dev classe mondiale. Yes. Ok, j'aimerais qu'on reste sur l'aspect culture d'entreprise. Vous avez écouté notre épisode avec Larissa,
Et vous avez sûrement pu voir notre amour pour le télétravail. Au moins 2 jours de remote, ça c'est pas tuant et tout. Et moi, j'aimerais donc connaître votre position par rapport à ça, en termes de culture d'entreprise sur le télétravail, le travail en remote de temps en temps. Alors, est-ce que vous êtes plutôt favorable ou pas? Et pourquoi? Je suis favorable, mais on n'en fait pas. On n'y est pas encore. Oui, je vais expliquer pourquoi. Faire du télétravail, ça suppose pouvoir garantir qu'on livre avec un setup en télétravail. Comme je vous disais en introduction, on a eu un certain nombre de challenges qu'on a eu à faire face auxquels on a fait face en tant qu'entreprise. Logistique, infrastructure, électricité, internet notamment. Donc il y a la question de l'infrastructure. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre de donner à chacun de nos employés les ressources nécessaires pour garantir qu'il pourra réaliser son travail en télétravail? Et de deux, est-ce qu'on a tous les employés aujourd'hui qui sont fit pour travailler en télétravail? Parce que j'en connais, je sais qu'en télétravail, ça va rouler voilà, parfaitement. Mais on en a, par exemple, si vous prenez certains stagiaires qui vont avoir du mal à atteindre leurs objectifs en télétravail. Et c'est difficile de faire une policy à 2 vitesses. On dit, toi, tu peux travailler en télétravail et toi pas. Et sachant qu'une bonne partie de ce qu'on fait, on le disait encore, c'est la formation. C'est la formation, c'est la proximité. Oui, on est dans un open space. Je suis assis dans l'open space. Le nombre de choses que des fois je fais capter juste en étant assis là et qui me permettent de dire, attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça, par exemple? Et de pouvoir dire, ok, est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça plutôt? Et passer moitié moins de temps sur cette tâche. Ça compte. Mais croyez-moi que le jour où on a la maturité de le faire, je serai le premier à mettre à jour notre policy pour qu'on puisse faire du télétravail. Mais là, j'ai l'impression que vous dites que vous attendiez que tout le monde soit capable, parce que vous dites qu'il y a des gens qui sont capables, vous êtes ceux qui vont assurer, mais parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas, mais tout le monde a le même peur. On va tous rester ici. Ah oui, on parlait tout à l'heure de masse critique. Le jour où on est 80% vraiment calé, autonome dans ce qu'on fait, je pense qu'on peut ouvrir et se dire les gens sont assez, ils maîtrisent assez ce qu'on veut faire et comment est-ce qu'on veut le faire. Vous savez, des fois, j'ai des seniors que je reçois en entretien, ils me disent, je veux faire du télétravail. Et je leur dis, bon, ok, je vais pas te dire non, mais voici les missions, voici ce que j'attends de toi. Est-ce que tu penses que tu es capable de me livrer ça en faisant du télétravail? La réalité, c'est que bien souvent, c'est non. Right. Ils répondent non, ou bien c'est que c'est non dans les faits. C'est soit ils répondent oui, et dès la première semaine, c'est non, right, dans les faits. Soit ils répondent, je pense que honnêtement, non. Ok. Et, non, il faut être réaliste là-dessus. Vous savez, pendant le Covid, j'ai mes employés qui m'ont trouvé et qui m'ont dit, ouais, on pense que ce serait bien de mettre en place le télétravail parce que sortir dans ce contexte-là, on se sent en insécurité. J'ai dit, ok, on se donne combien de temps? 1 mois. Ok, on a fait 1 mois de télétravail. Mais la réalité, c'est que je savais déjà à l'avance pour qui ça allait rouler et pour qui ça allait être challenging. Right? Il y a un tel, c'est compliqué de l'avoir sur les meetings. Sa connexion, c'est pas évident. Il ne s'est pas connecté les 2 derniers jours parce qu'il n'avait pas l'électricité. Bien sûr, il arrive qu'on coupe l'électricité pendant plus de 2 jours, 3 jours. Nous, il nous a arrivé de porter tout notre staff et d'aller faire le tour des espaces coworking ou café de Yaoundé pour trouver un endroit où on allait avoir l'électricité pour travailler. Donc, on ne néglige pas ces aspects logistiques-là. Malheureusement, on peut pas. Idéalement, on aimerait arriver à un stade où on est capable de dire, ok, moi, digital, onboarding, voici ton pack, voici ton kit Starlink, voici ton ordinateur, voici ta batterie, à la Microsoft. Va, tu fais ton truc, et cet espace, si on le met en coworking, on étend notre coworking, ça nous fait du revenu en plus. Je dirais pas non. À partir du moment où on sait que on peut garantir notre delivery standard, allez-y en télétravail.
Moi, je suis le premier à pratiquer le télétravail. Je voyage beaucoup et je travaille toujours. Donc, je suis obligé de faire du télétravail. Je vais pas voyager avec mes bureaux. Donc, je sais que c'est possible de le faire. Ouais. Mais pour notre projet, c'est important qu'on puisse construire cette entreprise-là qui... Le but, c'est vraiment société, service de qualité. Et pour la qualité, on a aussi besoin de former ce monde-là. Et pour la formation, ce que j'ai remarqué, surtout dans notre environnement, c'est qu'il faut avoir cette proximité-là. Mais est-ce que 2 jours, 1 jour par semaine, Alors, dans les faits, le policy, il n'y a pas de télétravail, mais dans les faits, il y en a qui ont cette flexibilité-là. Right. On a une équipe support, par exemple, qui font du 24/7. Je ne vais pas leur dire, ouais, je veux pas savoir, venez vous asseoir ici. Non. Ils sont totalement autonomes. On regarde pas s'ils sont là ou pas. J'ai des directeurs qui aujourd'hui me disent juste, je serai en remote de lundi à mercredi, par exemple, ou bien la semaine prochaine. Je vais pas leur demander, mais pourquoi? Parce qu'ils ont déjà compris ce qui est attendu d'eux. Et je sais qu'ils vont livrer ce qui est attendu d'eux. Ok. Non, c'était juste ça qui m'intéressait de savoir. Bon, voilà, 2 jours, 3 jours, ça dépend. Parce que le plus souvent, on croit que le télétravail, c'est que la personne va être uniquement à la maison. Alors que parfois, c'est juste une histoire d'environnement. Moi, par exemple, le bureau peut être aussi bien qu'il est avec écran, NQV, 4, je sais pas combien de pouces, MacBook M3, Pro Max, ce que tu veux. Mais de temps en temps, ça fait du bien de changer un peu d'air, d'être dans un café là. C'est même pas parfois une histoire de pas venir quand même. Tu peux venir même dans le même, à côté du bureau, mais juste dans le café d'en face, parce que ça fait du bien. Et bon, j'estime que bon, à un moment donné, quand même, il faut être un peu flexible surtout. Oui, c'est un vrai sujet, hein, c'est un vrai sujet. Et on a fait ce choix-là, même si, comme je le dis, dans les faits, il y en a qui le pratiquent. Mais dans notre policy, et c'est quelque chose qu'on révise. Plus tu crois, plus tu as un certain nombre de challenges, que ce soit de gouvernance, de culture, tu dois toujours réévaluer, c'est important. On n'y est pas encore aujourd'hui, mais on a de la flexibilité dans notre façon de travailler. Il n'y a pas d'horaire fixe de toute façon. On a des bureaux dans lesquels les gens se sentent à l'aise. Là, il y en a un certain nombre qui sont là. On est un samedi. C'est pas plaisir. Ils sont pas obligés de venir. Hein. Pas plaisir. Ou peut-être pour la connexion Skype. Pour la connexion Skype, par exemple. Oui. Ouais. Mais est-ce que, bon, entre parenthèses, est-ce que ça ne vous fait pas aussi chier quand le bébé vous dit le télétravail alors que vous avez fait un si grand investissement pour le matériel? Ça peut se dire que non, pas de télétravail, j'ai dépensé. Je ne peux pas dépenser des millions pour le matériel. Tu me demandes de travailler chez toi. Tu vas t'asseoir sur mon matériel, frère. Ah non, c'est pas ça. De toute façon, je vais pas dire j'ai acheté une plante, donc il faut que les gens viennent travailler. Mais comme je vous disais, on a investi dans une installation solaire, par exemple, avant même d'emménager dans ces autres sites. Parce qu'on sait que le challenge number 1, électricité. Après vient la connexion. Après vient la connexion. Donc, oui, ça m'embête un peu de devoir penser à comment lui, dans son appart, là, je fais pour lui offrir l'électricité alors que j'ai déjà fait tout un investissement ici pour ne pas avoir à y penser. On a d'autres challenges. C'est surtout ça. Ces commodities là qui devraient être des basics, mais qui ne sont pas assez robustes chez nous. Vous, moi, ce que je constate, c'est que vous pensez au fait que il faut que vous lui mettez dans les conditions pour qu'il fasse son télétravail. Oui. Vous parlez d'électricité, peut-être il aura une prime de connexion. Vous pensez à ça. Oui, moi, ça m'étonne. Là, c'est dingue qui, quand tu es en télétravail, tu te bats. Tu dois te battre. Tu as télétravail. Tu télétravail, pas toi. Tu as plus un problème d'électricité maintenant. Après, on verra si la fille te paye. Ok. Non, il y a une obligation de moyens. Ouais, voilà. Le support, par exemple, parce qu'ils font du 24/7, ils ont des primes de télécom parce que on suppose qu'ils doivent être connectés là où ils sont pour pouvoir travailler. Et ouais, pareil, télétravail, il faut pouvoir penser ces éléments, les dire, ok, c'est pas tout de dire qu'on fait le télétravail, mais comment est-ce que il va faire pour pouvoir livrer le service? On reste sur les ressources humaines, mais cette fois on met l'accent sur la formation. Yeah. J'ai souvent pu remarquer que vous faites un constat de manquement dans les formations locales, alors que il y a nos polytechs, écoles des postes, les UT, école des postes qui est notre Harvard. Qui est mon Harvard sans publicité. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est quoi ces manques?
emmené sur un terrain très glissant. Non. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir professionnaliser nos formations, d'ouvrir davantage les portes des entreprises à nos étudiants, qu'ils sachent ce qui les attend en entreprise, et aussi au-delà de ça, de pouvoir même dans les écoles leur inculquer un certain nombre de skills dont ils auront besoin, pas seulement hard skills, comme on disait, mais aussi soft skills en entreprise. Parce que c'est tout un travail à faire quand on les accueille dès le stage. Et je pense que ça améliorerait déjà leur capacité à se vendre. Il est clair que aujourd'hui, les réalités à l'école sont totalement différentes des réalités qu'on voit sur le terrain. Donc, en plus, quand on est à l'école, on est souvent, pour les passionnés, on a souvent l'habitude de suivre les vidéos YouTube d'influenceurs qu'on apprécie beaucoup. Donc, je pense que les graphica, les Benjamin Code, qui nous disent, qui vous sortent une vidéo, par exemple, vendredi, avec intitulé j'ai quitté mon poste, je vous explique pourquoi. Et il nous fait une vidéo de 1 heure, il vous raconte comment non, il avait besoin de, comme vous avez dit, se challenger. Il a laissé son poste, son CDI à 5 000 € par mois. Il vous dit pas de mois sabbatique. Après, il vous dit non, il vous sort une autre vidéo de 1 heure, j'ai trouvé un nouvel emploi, mon mois sabbatique est terminé. Sauf que bon, tu peux pas faire ça, tu es au Cameroun en fait. Et c'est vrai que il faudrait certainement, durant nos cursus de formation, préparer les jeunes, toutes ces personnes-là à ces réalités-là. Ouais. Même techniquement aussi. Bon, oui, techniquement, oui. Le cap est immense. Quand tu sors de l'école là, je te rends compte que tu sais pas vraiment coder. En fait, oui. C'est pour ça que je parle de créer davantage de passerelles avec les entreprises. Peut-être dès la première année, faire des stages. Que ce soit pas forcément à la fin de la formation qu'on se retrouve en train de faire 6 mois de stage. Right? Développer davantage de filières d'apprentissage. Une semaine, par exemple, à l'école, 3 semaines en entreprise. Ok. Ouais. Mais, vu que le sujet est glissant, j'aimerais ajouter de l'huile. Parce que, on parle de stage, d'offrir des opportunités de stage. Vous pensez quoi des écoles de formation, dans la tech, qui proposent des stages à Cameroun Tribune pour aller imprimer, des stages en brasserie, pour s'asseoir sur la chaise et être dans la clim. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que moi, j'ai mon avis. Je pense qu'ils connaissent mon avis là-dessus. Et c'est ce que je décris chaque fois dans nos épisodes. Lorsqu'on a l'occasion d'en parler, moi, je ne m'empêche pas de décrire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les écoles aussi n'ont pas de responsabilité dans ça? Si, c'est la responsabilité de tous, que ce soit l'école, l'entreprise, le stagiaire. Qui peut lui-même chercher son propre stage. Qui peut aussi chercher son propre stage. On connaît très bien notre environnement. Des fois, l'école va faire un travail de pouvoir constituer un réseau d'entreprises qui vont accueillir des stagiaires, mais on peut aussi se trouver dans des situations où il n'y a pas de filtre entre la formation et le stage, et il faut y veiller, savoir que c'est pas juste aller en stage pour s'asseoir, mais qu'est-ce qui vous avez dans vos mains un catalogue offre de stages, qu'est-ce qu'on a comme stage, c'est pour développer quel type de profil, et c'est quoi les requirements pour pouvoir avoir ces stages-là. C'est un travail qui doit se faire entre l'école, l'entreprise et les étudiants. Stagiaires. Ok. Dernière question sur les staffs, et principalement sur les jeunes débutants et passionnés. Moi, j'aimerais que vous donniez un conseil. S'il y a un conseil à donner, par exemple, à un débutant qui nous écoute, à un passionné qui est encore à l'école, ce serait quoi pour qu'il puisse être digne des standards internationaux que vous avez énoncés? Parce que vous avez parlé de passion, vision, mais durant sa formation, qu'est-ce qu'il doit déjà faire? C'est ça. Ok. Au-delà de la passion dont on a parlé là, quand est-ce qu'on se pose la question, jusqu'où est-ce que je veux aller avec ce truc-là? Et je veux être le meilleur pour cette technologie-là, ou bien ce domaine d'activité. On parlait tout à l'heure de suivre des youtubeurs. C'est important d'avoir des références. C'est-à-dire le profil que je suis en train de construire, il va ressembler à qui à peu près. Aujourd'hui, la chance, c'est de pouvoir avoir par Internet, par YouTube et tout, des profils comme ça auxquels on peut s'identifier.
Le vrai modèle. Le vrai modèle. Donc c'est important. Ok, le modèle là, si je prends son profil LinkedIn, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le genre de cours qu'il a suivi? Et c'est vraiment ça, je me câble là-dessus et je veux être le meilleur dans ce que je suis en train de développer là comme programme. J'espère que nous va suivre parce qu'après on va me traiter de arrogant, de fier. Voilà, c'est quelque chose que je me dis. Pour sortir de là, est-ce que vous croyez au mythe selon lequel un étudiant qui a fait sa formation ici, dans des conditions pas très favorables, lorsqu'il sort de là, est-ce que vous croyez au mythe qui dit que il est prêt à tout, il est prêt à tout affronter? S'il va en Europe, s'il va aux États-Unis, il est prêt à s'arriver au standard parce qu'il sort d'un endroit compliqué. Il sort d'un endroit compliqué. Ah, ça dépend de ce que sa formation lui a enseigné. Ça se trouve, oui, il a cravaché dur pour pouvoir réciter 500 pages et recracher pendant les examens. Right? Ok. Il y a différentes choses qu'on peut garder de ça. Ok, il y a peut-être la possibilité de pouvoir travailler beaucoup, mais peut-être que le cerveau aussi c'est complet. Se complète. Oui, c'est complet. Ok, donc quelque chose de mécanique où ok, il y a juste un geste et recracher ça et le jour où on se retrouve devant un problème, on n'est pas capable d'utiliser, de faire une analyse et de dire ok, je peux aller piocher dans telle connaissance, mettre ça ensemble, c'est de l'ingénierie, n'est-ce pas, pour avancer. Donc ça dépend vraiment, c'est pas une garantie, il n'y a pas de garantie là-dessus. Moi je pense que la réponse, bon, ça dépend du contexte. Parce que peut-être quand tu parlais de réussir, parce que si quelqu'un a ses diplômes ici, dans une école de formation ici, et qu'il a réussi à travailler, à entrer dans de grandes entreprises, RH Open, la liste de digital, et qu'il a vraiment réussi à percer ici, moi je pense que s'il va à l'extérieur, il sera encore plus performant. Ah oui, parce que s'il a réussi, parce que réussir à percer, comme je dis là, ça veut dire outrepasser la simple formation qu'on te donne. D'accord, ok, là on est au-delà de la formation, bien sûr. Et toi avec tes propres initiatives. Oui. Ok, petite parenthèse avant de passer à la thématique suivante. Quand on parlait de formation comme ça, ça m'a rappelé le post d'un de vos partenaires qui a rejoint Voix Digital récemment. Il y a dans son post, il a mis un truc qui m'a un peu marqué. Il a dit qu'il se rappelle encore de vos heures passées dans vos chambres d'étudiants, à coder et tout. Moi, ça m'a rappelé mes heures d'étudiants aussi à Subtic, à l'école des postes avec certains amis où on veillait pour apprendre des nouvelles technologies sans pourtant travailler sur des projets concrets. Donc on veillait là, les gens nous demandaient, se moquaient de nous, en nous demandant pourquoi vous souffrez comme ça. Voilà. Mais à ce moment-là, nous on avait vraiment des modèles, comme vous avez dit. Et on avait aussi, on regardait énormément de séries, notamment Silicon Valley, que je conseille à tous les débutants qui me regardent. Cette série-là, c'est comme la Bible. Moi, c'est une Bible des développeurs. Moi, j'aimerais un peu vous demander à ce moment-là, qu'est-ce qui vous motive à part, parce que même quand on a la soif d'apprendre, là, on a quand même des modèles, des sources de motivation. Ça peut être une série, ça peut être un influenceur tech, un modèle tech. Vous, qu'est-ce qui vous motive? En plus, à l'époque, c'était quoi? C'était Pascal. Il faut quand même être nous, on travaillait sur quoi? Node.js, Python, on voulait comprendre un peu Java, tout ça. Mais vous, les gars faisaient du 21h6 sur Pascal. Qu'est-ce qui vous motivait? C'était quoi les modèles? Est-ce que c'était des séries? Est-ce que c'était juste... Non, du tout. Là, c'est à l'imaginaire. C'est de dire que j'ai acquis des skills qui peuvent me permettre d'automatiser des choses. Et là, on a une feuille blanche. Quels sont les cas d'usage éventuels que je pourrais... C'est vraiment ça. C'est-à-dire, si je pousse plus loin ces enseignements que j'ai reçus là, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Je me rappelle, en seconde année, j'ai développé le Snake, par exemple. Right. Donc, le jeu, voilà, du serpent qu'on avait sur notre exactement pareil, moi, avec Marcelin, quand on s'est lancé un défi carrément à l'école pour faire ce jeu-là. C'est ça. Donc, la gestion de nos factures d'électricité, par exemple, on était une mini-cité, il fallait à chaque fois prendre des compteurs, faire les papiers, les additions. Quand ça arrivait à mon tour de gérer ça, j'ai dit, ok, je pense que j'ai déjà assez de bagages pour faire un programme. C'est vraiment une histoire de matérialiser vraiment dans la vie courante ce que j'ai appris. Exactement. Qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là? Donc, j'avais pas forcément de repère de un tel, mais je savais que l'automatisation, ça ouvrait la porte à des possibilités infinies. Moi, je comprends parfaitement parce que tous les passionnés sont demandés une fois au moins comment est-ce que je peux appliquer ce que j'ai appris, que ce soit à l'école ou soit dans un tuto.
Ouais, il faut vraiment être passionné aussi pour encaisser les moqueries dont tu parlais là. Ouais. Moi, je me rappelle, quand j'étais ingénieur informatique à l'UT, un gars avait sorti là comme ça là. Tous les gars ingénieurs informatiques, ils vont vendre les sites à la 15. Ça peut être Très vraiment être passionné pour continuer. Surtout que peut-être je ne sais même pas encore quelles sont les différentes portes de sortie de ton métier. Exactement. Je n'ai pas encore vraiment renseigné. Donc, tu te dis, avec ce que je vois en cours là, non, on peut faire de grandes choses. Ouais. Tu continues dans ta fonction, malgré les moqueries. Oui. Vendre les CD. C'est vrai, c'est bien vrai qu'il faut quand même être sacrément passionné et curieux pour se dire à quoi va me servir le Hello World qu'on a fait dans une console en noir et blanc au niveau 1, cours de programmation C. Oui, c'est fort. C'est fort. Ok. Parlons maintenant écosystème tech. Je vous ai dit ça tout à l'heure. On a fait un interview avec Tango K40, alias TKC, c'est le CEO de Novobyte et le créateur de Shopee aussi, une application de e-commerce qui fait un carton en ce moment. Et il nous disait quoi? Il nous disait que l'écosystème tech à Yaoundé n'est pas semblable à celui de Douala et Buea. Et c'est pas dans le bon sens. Parce qu'il disait, par exemple, à Buea, toutes les startups, on parlait de Silicon Mountain, c'est parce que c'était vraiment, un écosystème similaire à Silicon Valley où toutes les startups, naissaient et collaboraient avec les autres. Pareil à Douala, et on remarquait ça on remarque tout ça aujourd'hui parce que la plupart des hackathons qui se passent, événements tech, je parle du GDG, tout ça, AWS Community, ça c'est soit Buea, soit Douala. Et il disait que ici à Yaoundé, c'est pas trop ça. Pourquoi? Parce que ici, l'environnement est trop politisé. Chaque entreprise reste de son côté. Une boîte digitale grandit, elle est de son côté. Une Novobyte est de son côté. Chacun, vraiment, la collaboration est difficile. Pour moi, c'est costume, cravate, et tout est politisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose à changer ou alors normal? Non, c'est pas normal. On a besoin de faire plus ensemble parce que c'est en unissant nos forces qu'on va réussir à faire un rayonnement. Vous savez, l'effet rayonnement, je prends souvent l'exemple des maires qui vendent les arachides au Carrefour, là. Je vois pas la concurrence. Je vois une sorte de synergie. Parce que le jour où on veut les arachides, on sait qu'il faut aller au Carrefour, là. Je sais que quand je passe, il y a des maires là-bas qui vendent les arachides. Là, ça drive le marché, ça drive. Donc, même en tant que société, aujourd'hui, je ne nous vois pas comme des concurrents. Je nous vois comme des acteurs de la tech, toutes ces sociétés que vous citez là. Et c'est sûr qu'on a besoin de se mettre ensemble pour faire émerger une tech locale. Est-ce qu'on le fait bien aujourd'hui? Je trouve aussi que non. Quelles en sont les raisons? Je sais pas forcément, mais je peux vous garantir que s'il y a quelqu'un en veste et cravate ici, c'est pas moi. La preuve. Ok, et en parlant justement d'environnement et écosystème tech Cameroun, récemment il y a eu le GDG, le Yaoundé. Avant ça, il y a eu le Cameroun International Tech Summit qui a rassemblé plein d'acteurs de la tech et c'était vraiment grandiose au palais des congrès. Moi, personnellement, c'était la première fois que j'assistais à un événement comme ça, il y a eu énormément de startups, énormément de conférenciers, énormément de masterclass. On a même couvert l'événement. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne pour voir les 3 jours qu'on a couvert que le plus. Yeah. Donc, moi, j'aimerais vous demander est-ce que ce genre d'événement-là, on vous explique, est-ce que vous y étiez sur le passé? J'ai un mot, j'étais en déplacement, mais c'est sûr que c'est des événements où il faut se rendre. Mon associé était. Ernest, il était, je pense qu'il a beaucoup apprécié ce qui s'y passe. On a besoin de reproduire, d'en faire plus. Mais c'est vrai qu'en général, on est sur des événements à Douala. Oui. Le Google, le GDG par exemple, le DevFest, ouais, c'est très vrai. Mais je sais que on en parlait, nous aussi on a à cœur de commencer notre petit bout de communauté. Oui, on a Ernest aujourd'hui qui nous revient des États-Unis. Donc lui, pareil, il a eu un truc là dans sa tête qui lui a dit qu'il faut rentrer au Cameroun. C'est Cyber Security Expert chez Pinterest. Et il s'est dit, il faut que je rentre au Cameroun. Il faut quand même. Il faut qu'il rentre. Il est rentré, il est là.
Il est là, on te dit qu'il est là. Il est dans cette pièce. On a besoin de lui. Moi, franchement, c'est vrai, je vous admire, franchement. Parce que, moi, je ne comprends pas que je dis pas que si je pars, je vais jamais revenir. Mais ce sera pas dans ce mood-là, en fait. Oui. Parce que, expert en cybersécurité, à l'extérieur en Occident, peu importe le pays en Occident, c'est déjà quand même quelque chose. Parce que c'est beaucoup de ce que j'ai constaté avec tous nos collègues qui sont là-bas, c'est que ce sont des titres où on n'embauche pas n'importe comment, parce que c'est assez petit. Donc, quand tu as ce titre-là, ça veut dire qu'on a jugé que tu as un bagage intellectuel et des compétences qui vont avec, qui sont suffisantes pour assumer ça. Donc, maintenant, à Pinterest. Donc, là encore, le nom effraie. Donc, tu vois, c'est... On vient ajouter un soupçon de... Donc, c'est Pinterest, en fait. Et donc aux États-Unis. Et ça veut dire qu'il y a aussi, l'aspect financier qui va avec. Donc, tu es dans un environnement où tu gères parfaitement ta carrière, parfaitement parce que tu te soucies même pas de ton salaire qui vient à la fin du mois. Ce n'est plus un problème. Ça te permet de développer tes compétences, ta carrière et tout parfaitement, gérer même d'autres projets à côté. Tu as l'eau, tu as l'électricité, Tu as la connexion. à tout. Mais revenir, je peux comprendre qu'on veut aider le pays, mais on peut le faire autrement. C'est ça que j'admire vraiment chez vous. Moi, je ne sais pas, honnêtement, moi qui passe le temps à chanter tous les jours pour mon rêve, c'est là, par exemple, quand je vois le nom dans un commit, dans la code base de Microsoft ou de Apple, je sais pas. Je me demande si moi, si je suis déjà à Microsoft, est-ce que je peux vraiment abandonner ça pour revenir? Après, il faut. Donc, je vous inviterai à lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre que je recommande aux jeunes. Noté. On n'est jamais vraiment arrivé. Right. Et même aujourd'hui, en tant qu'entreprise, la vision qu'on a aujourd'hui n'est pas la même qu'on portait il y a 5 ans, par exemple. Parce que oui, vous allez atteindre vos objectifs et après, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. On continue d'avancer. On continue d'avancer. C'est un discours à la Elon Musk. Ouais. Toujours avancer. Non. C'est vrai que des fois on se dit, oh, c'est un peu loin. Ces gens-là, de toute façon, ils sont tellement loin, ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent. Mais la réalité, c'est que une fois que vous avez atteint vos objectifs, qu'est-ce qu'il vous reste? Et qu'est-ce que vous faites? Donc oui, Ernest, il a aussi ce besoin-là de rentrer. Ok, il n'aura peut-être pas le même salaire là dans l'immédiat qu'il avait, c'est clair. Mais ce challenge-ci, c'est de dire, si on se met ensemble et qu'on travaille pour faire de Mboa Digital cette société-là qu'on a rédigée sur le papier, ça peut être like 1000 times ce que je gagnais. Mais hashtag ne faites pas ça chez vous. Non, hashtag préparez-vous. Vous savez, quand je revenais au Cameroun, j'ai regardé une série qui est d'ailleurs sur YouTube, Undercover Billionaire. C'est l'histoire d'un millionnaire. Il est au moins multimillionnaire américain qui dit, je vais partir on va lâcher quelque part en Pennsylvanie. J'ai 3 mois, partant de rien. J'aurais pas mon contact, j'aurais juste un vieux téléphone là, $100, une vieille voiture. Et j'ai 3 mois pour mettre en place un business qui sera évalué à $1 million. Il a réussi. Je vous laisse regarder la série. Non, je vais regarder. On va regarder. Undercover Millionnaire. J'espère que quelqu'un a fait l'expérience au Cameroun. Qu'on lâche à Yaoundé. Avec son On m'a déjà lâché. Ça fait une moitié. Yes. Parlons un peu, vraiment rapidement d'un petit sujet. Ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo, celle qui sortira, du prochain épisode, pardon, celui qui sortira après celui-ci. La place des femmes dans la tech. Donc, quand diront, est-ce que la place de la femme, c'est vraiment la cuisine? Donc, la question vient d'un constat. C'est que c'est très rare de trouver des femmes qui font dans ce domaine-ci. Sur l'aspect technique, je ne parle pas de RH, je parle vraiment de développeuses, DevOps, Cloud Engineer. C'est très rare de trouver des femmes. Je parle d'un autre environnement camerounais. Et en général, quand on trouve même ces femmes, parmi le peu de femmes qui font dans ce domaine-là, je sais pas pour vous, c'est sans tirer sur des femmes, mais il y en a, c'est très peu, qui réussissent à avoir vraiment la compétence, en fait. Donc, déjà, je sais pas si vous partagez déjà ce constat. Ok, c'est 2 questions en une. Très rare, on est d'accord. D'accord. On a besoin d'avoir
plus de femmes dans notre industrie de la tech. Maintenant, sur les compétences, ce que j'ai vu, elles y arrivent, mais parfaitement. Ok. Right. C'est vrai qu'au début, quand on a commencé Mboa Digital, je pense que jusqu'au 6e employé ou 5e, on n'avait pas de filles. On fait comment? Parce que les CV qu'on recevait, une fois qu'on a fait le filtre, on n'a pas de filles. Ah. Donc oui, assez rare. Aujourd'hui, on a à peu près 40% de filles dans l'effectif, de femmes. Right. Maintenant, parlons de la qualité du travail. Et là, je parle de la tech. Oui, bien sûr. De la tech. Vous savez, on dit en général que les filles sont plus assidues. Il y a des études dans les études et tout, elles sont plus assidues. Je le vois aussi, concrètement. Donc, c'est clair que les filles sont moins disciplinées que oui, les garçons. oui. C'est même visible pour tout le monde, je pense. Je vous assure que on en a ici. Sur le front-end, par exemple, lead, c'est une fille, ici chez nous. Quand je dis, OK, il faut mentor un jeune là sur du front-end, là, c'est Tata Diane. On va expliquer ça. Ah oui, c'est la boss. C'est la boss, Tata Diane. Quand j'appelle quelqu'un Tata ici ou tonton, ça veut dire que la personne a passé un palier, quoi. Donc, Tata Diane, c'est la boss. UX UI design, notre UX UI design actuellement, c'est une fille. Elle est carrée dans ce qu'elle fait. Ça fait plaisir. Ah oui, c'est, aujourd'hui, je sais que je ne cherche pas un pixel, sans le trouver. Il est là. Right. Ok. Et, Est-ce que vous pensez, mais quel est selon vous le problème? Parce que, tous on a fait le constat, il n'y a pas assez de femmes. justement, quel est le problème? J'allais en venir. Je pense qu'on a besoin de davantage leur donner de la visibilité. On parlait tout à l'heure de modèles. Je veux pouvoir m'identifier à une fille, dans la tech qui a réussi et qui a cette visibilité-là, parce que même quand on parle de YouTubeurs, aujourd'hui, vous avez qui comme référence sur YouTube? C'est que des hommes, c'est vrai. Voilà. Tu vois, donc, est-ce que ça parle autant à une petite fille qui est en train de faire ses études, se dit, je veux vraiment embrasser cette carrière-là? C'est important, hein, les modèles dans la construction de cette carrière. C'est la première réponse pertinente que je reçois par rapport à ces débats. Parce que la plupart des raisons qu'on entend souvent, c'est non, on ne donne pas assez leur chance aux femmes. Comment ça? Alors que tu vois actuellement sur LinkedIn, ce qui chauffe, c'est recrutement, on met HF. Tu parles sur ce que HF, la signification de donc, j'ai l'impression qu'on privilégie le genre à la compétence. Ou bien quand tu vois événements ONU, promotion pour la femme, il y a énormément de promotions qu'on fait. Non, pour moi, c'est bien, c'est, comme il vient de le dire, c'est pour aussi donner la visibilité aux femmes. Il y a des femmes qui sont dans la tech, dans l'IT, qui font des choses. Ça, pour moi, c'est bien. Donc, quand je vois l'ONU organiser l'événement, pour moi, c'est bien. Oui, c'est ça que j'ai. Par contre, là, tu viens de parler de sujet, candidature féminine encouragée. Est-ce que ce n'est pas de la discrimination positive? Ouais, vraiment. Ça, c'est un grand sujet, la discrimination positive. Comme dit, ça peut avoir son utilité en réponse, short term à une situation. Bien sûr, il faut des actions plus long terme. C'est-à-dire, il faut revoir à la base pourquoi est-ce qu'on n'a pas de filles dans les filières scientifiques. Pourquoi est-ce que elles ne se retrouvent pas jusque dans des facultés d'ingénierie, par exemple. Qu'est-ce qui fait que les filles qui sont très assidues ne sont pas dans nos métiers? Et par contre, si on peut dans le même temps encourager, promouvoir, comme je disais, on était dans un rapport où c'était quand même inquiétant parce que vous avez besoin en tant qu'entreprise d'avoir une certaine mixité, que ce soit de genre ou bien de background, parce que tout ça, ça fait la richesse de votre entreprise. Donc clairement, c'est vrai que je répondais souvent à cette question en disant on n'a pas beaucoup de filles. Mais nous, vu qu'on a quand même la possibilité de former, on embauche beaucoup de personnes. Nous, on a formé. Ça veut dire qu'on a pu aussi redresser un peu cette situation-là en prenant davantage de stagiaires filles qui, comme je le dis, très assidus et qui ont pu derrière développer de réelles compétences. Et aujourd'hui, elles livrent aussi bien que leur père homme. On espère qu'elles deviendront des modèles pour inspirer d'autres filles. C'est aussi ça, parce qu'il y a des filles qui excellent, mais qui ne veulent pas forcément devenir des modèles.
Il y a des filles qu'on voulait interviewer, par exemple, au CIT, mais elles ne voulaient pas se prêter au jeu, elles ne voulaient pas apparaître à la caméra. C'est pas forcément quelqu'un de ses compétences, mais elle ne veut pas être au devant de la scène. Et comparé aux hommes, par exemple. Oui, eux, ils veulent se lancer. Vas-y, je veux parler. Il y a beaucoup de garçons qui ont voulu être des invités ou des panélistes pour un de nos épisodes. Pareil, on fait une observation sur notre chaîne YouTube. 100% de nos éditeurs sont des hommes. Presque 100%. Donc, ça nous fait, on en vient à se poser la question, est-ce que le contenu tech n'intéresse pas les filles? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous sommes des garçons. Du coup, on va faire venir trois filles, 2 filles. Exactement, ça peut être intéressant de creuser avec les principales concernées. Justement, c'est ce qui est prévu. Non, mais j'ai déjà quand même beaucoup aimé ces éléments de réponse là par rapport au modèle, etc. Yeah. Ok, les gars, on embraye sur la partie technologie et IA. Donc, on va y aller directement. La question que je vais d'abord par laquelle on va commencer, c'est aujourd'hui, quelles sont les technologies en vogue du bois digital en termes de langage framework? Ah, ça c'est une question pour Valérie, notre CTO. Mais je vais dire, on est en train de rationaliser un peu ce qu'on fait et côté front-end, on s'achemine plus vers du Angular. C'est vrai que jusqu'à présent, on a fait beaucoup de React/Angular. On essaie de rationaliser un peu parce que derrière, il y a des parcours de formation qu'on développe. Et c'est plus simple de vraiment faire entrer les développeurs dans quelque chose qui a été pensé pour leur permettre d'être au top. Après, ça n'empêche pas de faire autre chose on the spot. Mais en tout cas, c'est la direction qu'on prend. Et côté back-end, on fait beaucoup Python et C#.NET, .NET Core. Même si pour le moment on est en train, comme je le disais tout à l'heure, de move away de Node.js par exemple, qui est réservé maintenant à des usages vraiment spécifiques, lightweight. Ouais. Non, c'est bien parce qu'il y a .NET dedans, tu vois, c'est tout carré. Ça c'est parce que aussi en grande partie parce que votre marché est externe. Oui, est-ce que cette technologie-là c'est par rapport au marché ou bien ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Si nous on a la main sur le produit, c'est du greenfield par exemple, ça va être plus un fit. Est-ce que c'est un produit qui fait appel à beaucoup de calculs et tout? Peut-être Python c'est plus adapté. Est-ce que c'est juste un petit produit lightweight? Je vais pas partir mettre une JVM par exemple sur une lambda. Je vais peut-être déployer un petit code JavaScript, ou alors est-ce que je suis avec un client corporate par exemple qui a toute son infrastructure Azure, il est full Microsoft, peut-être à ce moment-là je vais plutôt aller sur du .NET. Ça dépend vraiment du besoin. Ouais, voilà, ça dépend vraiment du besoin. Mais ça veut dire que vous avez aussi une sorte de flexibilité dans le choix technologique. Est-ce qu'il n'y a pas des clients qui veulent des technologies en particulier? Bah, comme dit, on a certains clients qui sont déjà sur .NET par exemple. C'est un peu contre-productif d'aller développer du Java et de complexifier un peu l'infrastructure parce que voilà, ça demande de gérer ça en plus. Ils ont déjà l'existence et on peut réexploiter. Bah, on est dans la continuité. Mais il n'y a pas vraiment de client qui arrive avec un cahier des charges et qui dit je veux que ce soit du Java. Ouais, ça dépend des profils. En général, nos clients corporate, ils ont déjà de l'existant. Et à moins d'avoir des use cases spécifiques qui demandent d'aller sur des technos différents de ce qu'ils ont déjà, on va plutôt s'aligner. Parce que il faut aussi comprendre, c'est que chez eux en interne, ils ont aussi des équipes qui assurent la maintenance. Donc si vous partez sur votre truc parce que vous adorez par exemple le Go et que vous leur déployez un truc là et leurs développeurs sont pas capables de maintenir, c'est un problème. Et la techno pas la techno, mais la mode, actuellement, c'est l'IA. Yeah. Est-ce que vous aussi, c'est de plus en plus ancré dans vos projets, les projets que vous développez pour vos clients ou à l'interne? Est-ce que vous avez embrassé le train? Alors, embrasser, c'est trop dit. On est dans la phase de, le mot m'échappe un instant. Mais on est en train de s'emparer de la technologie, que ce soit dans ses usages
comment est-ce que je fais pour utiliser l'IA et être plus productif? Parce que ça, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on le fait rentrer dans nos différents métiers? Et d'un autre côté, comment est-ce qu'on l'intègre dans nos produits? Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'est pas encore, on va pas dire qu'on soit arrivé au stade où on fait du low level, machine learning ou whatever. On est plutôt dans l'intégration aujourd'hui. L'utilisation. Comme il dit, aujourd'hui, l'IA, c'est presque une mode, c'est une trend. On va dire ça comme une trend TikTok, tout le monde veut en être. Donc, et du coup, moi, je me demande si, d'après vous, est-ce qu'au Cameroun, en particulier, est-ce que nous sommes prêts pour l'intelligence artificielle? Que ce soit dans l'utilisation, que ce soit aussi même dans l'implémentation des outils basés sur l'IA. Même la conception. Est-ce que nous sommes prêts? Exactement. Est-ce qu'on va louper le train une fois de plus encore, comme d'abord en Afrique, une techno? Est-ce qu'on est prêt? J'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Maintenant, chacun va faire sa migration à son rythme. Quand je vois par exemple le train auquel on va sur l'IA, j'aimerais faire beaucoup plus vite. Et là, on est en train de préparer justement notre budget de l'année prochaine qui doit consacrer un certain nombre d'investissements dans l'IA. On n'a pas le choix. C'est un peu comme on dit depuis quelques années, la digitalisation, c'est pas optionnel. Toutes les entreprises doivent se mettre au pas. Et c'est pas juste de dire qu'on a développé un produit, développé un site web, on est digitalisé. Non. C'est de faire rentrer dans sa culture. Aujourd'hui, la question de l'IA, elle n'est pas technologique. Elle est comment est-ce que j'intègre cette IA-là dans ma culture d'entreprise? Quelle est la place que je veux lui donner? Et quels sont les moyens que je mets pour que j'en fasse un avantage compétitif? Justement, ça me permet d'embrayer directement sur la question suivante, qui est de savoir que, selon vous, dans quel domaine, justement, est-ce que l'IA peut nous être utile dans notre contexte actuel au Cameroun? En quoi est-ce que ça peut nous être utile? Parce que bon, vous dites qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, la majorité des problèmes des Camerounais, c'est limite aux besoins de base. Avoir du courant, avoir de l'eau courante, avoir une connexion qui marche 3 fois par jour, c'est possible. Si possible, non, c'est vrai. Comme je dis, c'est un travail maintenant d'aller regarder dans toutes nos administrations, dans tous nos business, quels sont les cas d'usage sur lesquels on doit investir. Right. Je ne dis pas que c'est facile, mais au sein de Moa Digital, moi je peux vous dire les secteurs clés dans lesquels on doit et dans lesquels on est en train d'investir dans l'IA. La formation, par exemple, c'est un levier. L'IA, c'est un levier qui va nous permettre de scaler la formation qu'on fait actuellement. Et c'est à chaque entreprise. Hier, j'étais avec le DSI d'Ecobank, par exemple, Cameroun. Il est en train de réfléchir à comment est-ce que il va faire pour intégrer un certain nombre de choses dans leur métier, leur process, et chacun va faire avec son rythme. Parce que quand vous êtes une banque, par exemple, c'est très conservateur comme milieu. Il faut pouvoir mettre en place des projets, il faut pouvoir les faire financer. On vient pas se dire, ah ouais, j'ai fait un petit truc si je peux intégrer, bam, non, ça marche avec, il y a toute une gouvernance à mettre en place. C'est peut-être un peu plus lourd qu'une petite société comme, Moa Digital comparé à un groupe comme Cobank, où le dirigeant va dire priorité 1, formation, let's go, boom, IA, et on y va tout de suite. Ça doit être difficile. De la banque qui est encore très conservatrice. Moi, j'ai un ami qui est actuellement en train de former les utilisateurs dans un hôpital de la place. Oui. Donc, ça veut dire quand il arrive au service pédiatrie, il voit la dame de 50 ans qui sait pas qu'on peut faire des appels vidéo sur WhatsApp, il doit lui expliquer comment fonctionne l'application. Croyez-moi, il me dit clairement, ce n'est pas, le code, c'est pas la partie la plus facile dans le développement. C'est la formation utilisateur. Surtout quand nous sommes dans un contexte où la digitalisation n'est pas vraiment, pour moi, c'est même pas grand pour ça. Honnêtement, pour moi, c'est pas grand pour ça. C'est dur, hein. Ça, c'est mon pour moi, c'est pas grand pour ça. Donc, moi, et quand on parle encore de l'IA, actuellement, on fait encore les actes de naissance sont encore sur papier. Nous, on va les l'IA. Donc, du coup, moi, je sais que c'est un train qu'on est en train de voir passer là. Un train comme un autre. Non, il y a
beaucoup de cas d'usage aujourd'hui. On a quand même des sociétés qui sont plus ou moins digitalisées. Il y a des sociétés qui génèrent aujourd'hui un certain volume de données. Et ces données-là, elles ont commencé aussi à investir le champ de la data. Comment est-ce que je prends des décisions basées sur mes données? Et elles peuvent carrément greffer de l'IA, par exemple, là-dessus pour pouvoir prendre des décisions stratégiques. Si vous prenez une société d'assurance, par exemple, et que vous avez l'historique de vos sinistres, toutes les données, vous pouvez utiliser l'IA, par exemple, pour mieux dimensionner vos packages d'assurance, par exemple. Si vous êtes une banque, à mon avis, il y a de quoi faire pour détecter les fraudes, par exemple, pour savoir, comment est-ce que j'analyse le credit score, la fiabilité d'un client avant de lui octroyer un crédit, en mettant déjà les données qu'on a et en allant chercher différents datasets qui vont permettre d'avoir des analyses plus complètes. Mais, comme j'ai dit, c'est d'abord une culture à changer. Peut-être le dataset n'est même pas encore là, peut-être on n'a même pas encore fait le gap qui permet de tout digitaliser à 100%, mais on a besoin d'avoir cette impulsion-là et de rentrer dans la gouvernance et de dire quelle est la place qu'on va lui donner à cette IA. Ok, parlons maintenant challenge et projet sans transition. Vous avez dit que vous voulez être un acteur clé de la transformation digitale pour les entreprises au Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, 100%, je vais dire, est-ce que vous travaillez à 30 ou au moins 40% pour des clients camerounais? Acteur de la transformation digitale pour les entreprises de par le monde. On n'a pas de limite. Pas de limite. Bien. On le fait depuis le Cameroun. On a vocation à ouvrir d'autres entités digitales. On y travaille dès l'année prochaine. Right? Mais notre clientèle, il n'y a pas de limite géographique. Et la preuve, c'est qu'on a commencé par la Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est à l'autre bout du monde. Canada, États-Unis, France. Oui. On a aussi pour vocation, cette année, de s'investir davantage sur une clientèle camerounaise. Oui. Ma question, elle peut paraître assez, je veux dire quoi, paraître simpliste. Mais j'aimerais vraiment savoir, est-ce que dans notre clientèle aujourd'hui, il y a des Camerounais? Est-ce qu'il y a des entreprises camerounaises dans notre clientèle aujourd'hui? On a une entreprise camerounaise aujourd'hui. Oui. C'est un grand coup. Et on a commencé à travailler avec eux en mai de cette année. C'est notre tout premier client camerounais. Si on doit parler franchement, oui. Est-ce que 70% des clients camerounais peuvent vous payer? C'est une très bonne question. Quand vous faites vos études, quand vous faites vos études de marché, vous avez une idée de votre cible. Right. Donc, pour un service comme le nôtre, et pour le type de client qu'on recherche, on sait bien que, je crois que le chiffre c'est combien, le chiffre des entreprises modernes, je l'avais, à peu près 30 000 entreprises modernes. Si vous prenez la tranche de chiffre d'affaires au-dessus de 100 millions, ce qui vous reste, c'est quelques centaines. Et si vous prenez dans cette centaine-là, les sociétés avec le profil dans lequel vous allez pouvoir avoir du récurrent, parce que pour nous c'est important, du récurrent, right? Il n'en reste pas tant que ça. C'est vraiment, pour nous le Cameroun, on sait qu'on est dans une démarche de niche. Rechercher les profils de sociétés qui vont comprendre que ça vaut la peine d'investir pour que ces gars-là nous développent du logiciel, parce qu'on va pouvoir avoir du retour sur investissement. Est-ce que le tri dans les clients pour lesquels vous aimeriez travailler aujourd'hui, qui sont vos cibles, est plus axé sur l'aspect financier, est-ce qu'ils sont capables de vous payer, ou aussi un peu sur la qualité des projets que vous allez livrer? Aspect financier, parce que au final, c'est du soft, c'est du dev, c'est du challenge, whatever. On n'est pas sur des industries, si vous avez par exemple dans des banques en France, il y en a encore beaucoup qui font du COBOL, ce sont des langages de programmation. Mais au Cameroun, on a encore cette chance-là d'être très souvent sur du greenfield.
Right. Donc ça, c'est un peu la différence. Aujourd'hui, peu importe la société, on va quand même pouvoir avoir de beaux projets. Ouais. Et on est parti, dans un premier temps, comme je disais, il y a des considérations financières. Ça veut dire qu'on va un peu segmenter. On regarde plutôt du côté des énergies. Right. Notre premier client, par exemple, c'est KHPC. Right. C'est énergie. Et on va chercher hydrocarbures, hydroélectrique, solaire. Tu caches. Il faut savoir parce que, il faut savoir où on investit son temps. Faire du développement commercial, ça a un coût. Donc, il faut être précis sur ça. Sinon, on s'éparpille et au final, on n'atteint pas ses objectifs. Ça veut dire que vous êtes une entreprise de mercenaires. Vous êtes une entreprise de mercenaires, on va dire ça comme ça. Parce que, est-ce que lorsqu'un client vient de vous avec un projet qui pour vous, on va dire n'est pas émouvant, vous, ça ne vous dérange pas. Du moment qu'il paye bien. Ah, c'est pas du mercenariat. C'est du business. Alors, c'est du business. Oui. Et c'est en ça que des fois, mes amis développeurs, je sais qu'on est souvent, on se laisse emporter par la passion, on oublie que, il faut manger après. Comment les 3 mois par jour, c'est important. Vous savez, j'ai aussi été développeur et c'est vrai que, à l'époque, quand je commençais ma carrière, ce qui allait me faire triper, c'était le fait de pouvoir me dire que j'ai implémenté tel design pattern, j'ai résolu ce problème-ci avec juste 2-3 lignes de code. Ça allait être le truc qui me donne pleine satisfaction. Accomplissement de soi. Voilà, accomplissement de soi. Mais vous arrivez à un moment donné dans votre carrière de développeur, là je parle pas encore de business, où ce n'est plus le code, c'est quel est le problème que j'ai permis à mon client de résoudre. Peu importe ce que ça signifie derrière. Peut-être je n'ai pas développé, peut-être j'ai juste intégré un service et lui, ça lui a fait gagner, 50% du temps de 2 ou 3 ressources. Right? Donc, au final, c'est ça. Quel est le problème que je résous pour cette personne? Et croyez-moi que si ce problème-là pique, il va venir me voir. Right? Et s'il vient me voir, c'est que ça vaut la peine de résoudre ce problème-là, parce qu'il y a un retour sur investissement. Les clients qui nous abordent, c'est pour un vrai problème. C'est pas, on a un argent là, on sait pas quoi faire, on est à la fin de l'année, il faut dépenser notre budget. Non, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, le challenge technique, c'est pas forcément un souci pour vous, un critère l'essentiel, c'est est-ce que vous payez et est-ce qu'on résout le problème pour le client. Bien sûr. Et après, il faut pouvoir les décliner. C'est pour ça qu'on travaille avec des développeurs. Et eux, ils sont à différentes étapes de leur cheminement de développeurs. Il y en a pour qui c'est important de faire des animations dans le web. Right? Ok? Donc, ça va pas forcément, ils vont pas s'éclater pareil sur différents projets. Et c'est un peu là que commence le casse-tête managérial. Tout ce monde-là, il faut pouvoir le contenter, trouver des missions qui les intéressent et en même temps les amener à s'élever dans leur démarche de développeur et jusqu'au stade où ils comprennent que en fait notre métier c'est de résoudre des problèmes. C'est ça un ingénieur, c'est la définition d'un ingénieur, résoudre des problèmes. Le code de développement c'est juste un outil, comme tant d'autres. Ok, on va toujours rester sur les challenges de projet, mais on va faire une petite parenthèse là-dessus. Il y a quelques mois, alors je crois 1-2 mois, il y a eu un des plus gros hacks du monde qui a failli se passer. C'est sur un projet open source qui s'appelle XZ, c'est ça, que nous tous on a l'habitude de télécharger quand on fait un apt-get install ou apt-get update. Yes. C'est un package du Linux même, qui est en libre construction sur GitHub. Donc un gars a été assez fort pour déjà se familiariser avec la communauté, se créer un nom à l'intérieur. Son pseudo c'était Jatan. Ça m'a tellement traumatisé que j'ai gardé ça en tête. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'à un moment donné, il est devenu le modérateur, la personne qui valide les codes. Sauf que c'est l'open source. Tu peux pas mettre un code comme ça et valider, juste les gens vont voir. Il a réussi à mettre une valeur à travers un code dont le fichier se génère uniquement à la compilation. En se réparant, en allant chercher un bout de code qui est dispersé à autre part. Et qu'est-ce que c'était censé faire? C'était précisément pour SSH. Donc, chaque fois que quelqu'un devait démarrer commande SSH, il devait pouvoir avoir un accès à distance à la machine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah ouais. Sur XS, sur le noyau Linux, donc ça, et il avait ciblé
deux distributions principales des biens éphémères. Donc, Dieu sait le nombre de banques qui tournent dessus. Mais heureusement, ça a été intercepté grâce à un développeur de chez Microsoft qui faisait des tests de performance et qui a juste remarqué 5 millisecondes de plus par rapport au test qu'il avait fait la veille. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de précision et de qualité qu'on atteint à l'extérieur. Ah oui, oui. Et moi, ça... aussi, 5 millisecondes. 5 millisecondes. Moi, je vois 5 millisecondes, je dis, Ici, le client veut un site, c'est quand même parce qu'on appelle API. Tu fais ton truc, ça passe, ok. On s'en fout que 5000 clients, je peux faire planter le truc. Donc, moi, ça me donne de vous poser la question de savoir si, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a le bagage intellectuel ici au Cameroun pour faire ce genre de choses? Est-ce qu'on peut? Alors, moi j'ai envie de poser une question. Si vous avez ces skills-là, faites quoi précisément? Est-ce qu'on a de l'industrie qui suit? Okay. C'est quelque chose qui se construit. Je ne pense pas qu'on ait ce genre de profil-là aujourd'hui. Je ne pense pas. Et pour la simple et bonne raison que il y a pas de marché dans lequel... Oui, parce qu'un profil comme celui-là, mettez-vous 2 secondes à sa place, il gagnerait quoi comme salaire, par exemple, et où est-ce qu'il aurait ces conditions ici? Il a besoin de quoi pour pouvoir faire ses trucs, sa ferme de serveur, je sais pas, j'imagine un peu. Mais je prends par exemple un poste qui est ouvert chez nous depuis des mois, des années, un senior support engineer. S'il n'y a pas d'industrie, si aujourd'hui au Cameroun, on consomme surtout du logiciel développé ailleurs, et que quand quelqu'un dit il fait du support, c'est qu'en fait, il log juste un ticket chez un provider, je sais pas, quelque chose, quelque part en France ou en Allemagne, et il suit juste avec la personne. Le jour où vous développez une équipe support comme nous on a, qui fait du support 24/7, et qui va vraiment rentrer dans les logs, les monitoring, réseau, s'assurer que tout est ok, les patchs. Ça va être compliqué de trouver ces profils-là si la plupart des sociétés, tout ce qu'elles font, c'est commenter du logiciel. Effectivement. Ouais. Moi, je trouve Donc, que il faut l'industrie pour avoir ces profils. Il faut la demande pour que ça puisse générer l'autre. Voilà. C'est vraiment tout, oui. En même temps que l'industrie apparaît, il faut développer aussi ces profils-là et... Exactement. Moi, je trouve au contraire qu'on a les plus comme ça, mais bon, malheureusement, comme vous dites, l'écosystème n'est pas favorable pour eux et tous se retrouvent en train de partir. Ben oui, donc au final, on les a pas trop. Oui. Ok, parlons maintenant un peu d'open source et d'innovation et de communauté aussi. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un projet chez nous pour l'année prochaine, développer une communauté. On espère qu'on va tous participer et tout. OWASP. Pour la cybersécurité. Yeah. C'est parfait. Mais la question était plus sur d'abord l'open source. Est-ce que c'est un modèle aujourd'hui qui vous attire un peu, pour lequel vous êtes favorable pour l'Afrique? C'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui une grosse communauté qui contribue à des projets open source ou même qui crée des projets open source. Est-ce que chez moi digital, ça c'est un projet bien jamais envisagé? Alors, le tout c'est pas de dire que on fait de l'open source. Il faut trouver le bon modèle pour faire de l'open source de qualité. Donc, quand vous prenez nos réalités, par exemple, vous allez dire à combien de développeurs, je sais pas, hein, je pose juste la question, que après des heures de travail, par exemple, il faut aller faire des commits pour avancer sur telle ou telle brique technique open source. Il faut pouvoir créer, animer ces communautés-là. Tout à l'heure, on parlait de GDG, CNTS. Exactement. C'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup de travail. Et il faut pouvoir définir ces projets-là sur lesquels on va avoir un consensus et dire, ok, bon, ça peut être intéressant de créer ce truc-ci open source parce que ça va nous permettre, à partir de ces briques-là, de développer ces usages-là. Donc, si on n'a pas déjà les communautés, de développeurs qui font des choses ensemble, qui interagissent, qui se disent il y a tel problème à résoudre, c'est difficile de mettre en place des projets open source. Ouais. Oh, je vois. Ok. Et concernant cette histoire de l'open source et
communauté. Bon, je me suis perdu. On va pour le montage. J'envoie directement. Pour terminer, j'ai deux questions qui vont un peu faire le résumé de tout ce qu'on s'est dit. Moi, ce qui m'a frappé, la première fois que je vous ai vu, bon, vous m'avez pas vu ce jour-là, c'était lorsque je venais là et je me suis assis dans votre open space en haut, coworks. Moi, je venais m'asseoir tranquillement, checker les prix. Et là, je vous ai vu entrer, faire le barista avec deux invités européens, tranquille. L'humilité là m'a vraiment touché parce que moi, les seules fois où je vous ai vu, c'était sur Indie. Donc, quand j'étais assis là, j'attendais tranquillement demander un prix, je vous rentrais. Ah, c'est Habitat Fou là. C'est les gars. Rien de rien. Et cette humilité-là, en fait, c'était pour embrayer sur l'une des questions, pour résumer vraiment tout ce qu'on s'est dit ici. Pour vous demander, en fait, pour vous, c'est quoi, si vous devriez décrire vraiment votre culture dans l'entreprise et culture même sur l'aspect développement personnel, des qualités que vous aimeriez promouvoir au sein de votre entreprise, ce serait quoi? On l'a un peu dit, hein. Fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. Vas-y avec tes passions. On a parlé d'ikigai, right? Qu'est-ce que j'aime? Ce pourquoi je suis doué, ce qui me permet de gagner ma vie, ce dont le monde a besoin. Et je pense que s'il fallait résumer Moa Digital et un peu le profil de ce que vous allez retrouver ici, c'est tous des passionnés qui font ce qu'ils aiment. Et du coup, ça ressemble pas à du travail quand on fait ce qu'on aime. J'ai par exemple développé cette habitude-là de travailler dans des coffee shops en Nouvelle-Zélande et venir au Cameroun, j'ai besoin de me recréer un peu l'environnement dans lequel je me sens bien parce que je sais que je peux y passer toute la semaine. Je suis au travail du lundi au samedi, à que le dimanche que je travaille ailleurs. Right. Donc je le fais, j'aime faire mon petit café, j'aime de temps en temps échanger avec du monde, proposer des boissons sur lesquelles je me forme parce que j'ai fait une petite formation de barista parce que j'aime ça, right? Et non, c'est ça la vie en fait. Explorer, se challenger, faire de nouvelles choses et faire bien. Ce que je dis, c'est quoi que tu fasses, tu fais bien. Voilà. Ça veut dire que vous n'êtes pas un patron toxique? Non. Du tout. Je pense qu'ils pourront vous confirmer. Ceux qui arrivent ici, ils ont vraiment été sélectionnés parce que on sait qu'ils vont adhérer à notre culture et parce que on a vu cette envie-là de bien faire et cette passion chez eux. Yeah. Et la dernière question, c'est rares sont les entrepreneurs qui percent ou qui sont en train de percer comme vous et qui n'ont pas de mentor ou de personnes qui leur tiennent la main, etc., d'exemple et tout. Vous, est-ce qu'aujourd'hui, même comme vous avez dit que vous êtes drivé par cette motivation, cette passion-là, est-ce que durant votre parcours, il y a des mentors qui se sont ajoutés? Est-ce qu'aujourd'hui, derrière Habitat Fou de Moa Digital, il y a quelqu'un qui sert de guide et de conseiller? Alors, de guide, peut-être pas jusque-là, mais j'ai eu à travailler pour un leader que j'apprécie énormément. Andrew Weston, le CEO de Propellerhead, dont on a parlé tout à l'heure en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un visionnaire. Et vraiment, partie de la vision, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des entreprises, on leur parle de vision, mais ça ressemble juste à un truc qu'on écrit sur un bout de papier. Mais quand vous avez un visionnaire qui arrive de façon récurrente à vous présenter, exposer la vision, et qui vous entraîne dans ce truc-là, derrière on se dit, mais comment est-ce que je fais pour répliquer ça? Right. Et c'est vraiment quelqu'un chez qui j'ai pu voir un certain nombre de valeurs auxquelles je m'identifie entièrement et que je reproduis ici. Vous savez, j'ai été choqué un jour de dire à ce monsieur que je pense que ce client-ci n'a pas besoin de nous. Parce que notre identité, c'est de dire voici votre problème, je pense qu'on pourrait le résoudre de cette façon. Et si j'ai un client qui me dit, par exemple, fais un bouton ici, fais des trucs comme ça, il est en train de me donner la solution, il n'est pas en train de me décrire son problème. Ouais. Et juste de lui dire ça, et de lui dire, I don't think that customer needs us, et qu'il appelle le CTO et dise, OK, we can just, on a abandonné ce compte-là. Parce que l'identité, la culture qu'on développait, c'était, this is what we do for our customers.
et de pouvoir être vraiment ancré dans ces valeurs-là, savoir qui on est. Stand by your ground. Tout à l'heure, je disais, ouais, on peut des fois être tenté de dévier un peu parce que on a parlé de 3 repas par jour et que des fois on doit faire certains aménagements. Non, ce monsieur m'a énormément inspiré. C'est quoi mon offre? C'est qui est-ce que je suis? Comment est-ce que je me présente à mes clients? Et stand by it. Et aujourd'hui, franchement, je pense que j'ai des consultants qui travaillent avec ce client-là parce qu'aujourd'hui, Propeller Head, c'est un de nos clients et ils sont vraiment bluffés chaque fois qu'ils travaillent avec Propeller Head parce que c'est vraiment un standard International, oui. Et oui. Ok, donc là, je pense qu'on a fait le tour. Mais on peut pas finir sans qu'ils donnent des conseils aux plus jeunes qui nous suivent et qui n'ont peut-être pas l'occasion de travailler dans une boîte comme Boa Digital parce que ce type d'entreprise, ça ne court pas les rues. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous pourrez dire à ces jeunes qu'on a rencontrés d'ailleurs au CITS, qui étaient pleins d'ambition, pleins d'envie? Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces jeunes-là qui nous regardent aujourd'hui? Alors, on a parlé de formation. Oui. Be the best you can be at your thing. Vraiment, s'il fallait résumer en une phrase, investis en toi. Investis dans toi. Investis dans ta formation. Je sais que on est dans un environnement, je suis conscient, ça fait 5 ans et plus que je suis au Cameroun. Comme je vous disais, au départ, je prenais un peu la chose légèrement. Ah oui, tu peux prendre n'importe quel problème, de toute façon, il y en a tellement. Mais aujourd'hui, on va dire, je suis très conscient des réalités. Tout ce que je peux dire, c'est investir dans toi, dans ta formation, et l'opportunité va se présenter à toi. C'est clair. Vous avez, je suis sûr, vous avez dans votre environnement des personnes douées qui travaillent online, n'est-ce pas? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il leur a fallu quand on y pense? Qu'est-ce qu'il leur a fallu? Travail, passion. Et beaucoup de personnes. Et de la persévérance. Je sais que beaucoup de persévérance, il en faut. Mais, il y a tout un tas d'opportunités pour peu que on soit outillé pour pouvoir les saisir. C'est ça que je dis vraiment. Ça peut être difficile pour certaines personnes parce que des fois on est vraiment au fond, il faut faire certains choix. Est-ce que le 5 000 que j'ai ici, c'est pour manger ou bien c'est pour payer ce cours-ci, pour me former? C'est des choix des fois qui sont difficiles, mais c'est quand même la voie qui permet d'émerger. Et vraiment, vous connaissez comme moi les salaires que vous pouvez vous faire dans l'industrie de la tech, ça ne se cache pas. C'est une opportunité pour notre jeunesse. Je ne peux que les encourager. Ceux qui ont vraiment la passion, parce que c'est pas tout de dire le numérique, ça permet d'avoir un emploi et tout. Il faut pouvoir en faire un sustainable living. Donc je les encourage. Ok, parfait. Donc, en gros, on a abordé votre parcours, la création de Boa Digital, vos objectifs, le recrutement, et la phrase qu'on retient pour tous les jeunes et pour nous-mêmes, c'est d'investir sur nous-mêmes. Et d'investir sur nous-mêmes et d'être les meilleurs dans tout ce que nous faisons. De rester passionné. Vous avez aussi donné beaucoup de livres et de conseils, de développement personnel. J'espère qu'on a noté et que qu'on ira checker. Je vous ai parlé de ce jeune-là que j'ai reçu en entretien. Moins de 3 ans plus tard, il était chez Google. William Deco, allez regarder son profil LinkedIn, que ça vous permette de voir un peu, ok, qu'est-ce qu'il a fait, par quoi il est passé. Et non, ça motive. Tous ces rêves-là sont largement à notre portée. Et surtout, il a dit, faites attention les gars, c'est pas tout le monde qui peut t'abandonner comme ça. Il faut bien se préparer. C'est la ceinture. Voilà, c'est ça. Il faut pas aller quitter Pinterest ou Microsoft pour revenir. C'est toi le peine dans les jeux là. Parce qu'on a dit qu'il faut back to Africa. Ils se sont bien préparés. Donc, est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose, un peu de remerciement? Ah non, mais juste un encouragement pour vous et votre initiative. C'est vrai qu'on a un peu pris le temps de parler avant de démarrer l'enregistrement. Je loue vraiment votre initiative. Et on a parlé de la place des filles dans la tech.
Je pense que ça passe aussi par des talks comme ceci, trouver comment est-ce qu'on peut les impliquer, les amener dans notre truc, quoi. Et non, il faut continuer. Okay. Et au-delà de ça, ça va permettre de créer des ponts pour que les acteurs de la tech, que ce soit Douala, Boya, Yaoundé, fassent des choses ensemble parce qu'on en a besoin pour créer ce rayonnement. Donc, keep up, guys. Merci beaucoup pour le soutien. Donc les gars, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur LinkedIn, on poste énormément de contenu. On remercie Kayak FM, vous n'êtes pas dans les locaux aujourd'hui, particulièrement CSGL qui nous accompagne beaucoup. Merci à l'équipe qui est derrière la caméra, Epaphrase, tête de liste. Merci encore à M. Abid d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui chez lui. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre épisode de The Talk Show. Continuez de coder, c'était The Talk Show, le podcast on parle franchement, et sans